Alors c'est marrant parce que je suis allée tout de suite sur le chantier de l'EPR lundi pour demander quelles étaient les parades. Alors un séisme de 9, à une vague de 17 mètres, à un cœur en fusion, à une explosion d'hydrogène et à une panne des systèmes de refroidissement. Et je vais vous faire les réponses que l'on m'a faites, donc une par une. Alors, les séismes, on m'a dit, bah voilà, les ingénieurs qui ont travaillé sur l'EPR se sont basés sur deux séismes de référence. Le séisme de 1853, qui était d'un niveau de 5,4 sur l'échelle de Richter, et sur le séisme de 1927, qui était lui d'un niveau de 5,2. Et puis, alors j'aurais dit, donc vous avez fait quoi? La moyenne des deux, on divise par deux, on se met à peu près d'accord? Non, nous avons utilisé un coefficient pour renforcer le risque. Alors je dis, mais quel coefficient? De quoi parlez-vous? C'est top secret. Le tsunami. Alors le tsunami, bon, ils ont souri en expliquant quand même une vague de 17 mètres. Bon, bah, admettons, bon, d'accord. Donc, ils n'ont pas voulu penser à ça, ils m'ont expliqué qu'en gros, ils prenaient les maximums de risques. Alors sur le maximum numéro 1, c'était la plus forte houle, un peu comme sur le Blayais, comme sur toutes les centrales de bord de mer, quoi. Donc la plus forte houle, avec le coefficient d'élévation du niveau des eaux dû au réchauffement climatique envisagé. Alors le scénario du GIEC, le pire, soi-disant, donc 1 mètre ou 2, on rajoute. Et donc ils atteignent une vague maximum, si les vents en plus sont dans la mauvaise direction, c'est-à-dire celle qui viendra en face de l'EPR, etc. Donc ce serait une vague maximum de 8 mètres. Et ils m'ont dit, bah, l'EPR est sur une falaise de 12,60 mètres, donc nous avons une marge de 4,60 mètres. Alors, de toute façon, je suis incapable, moi, quand je suis là-bas, de vérifier. Hein. Je vous dis tout de suite. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais enfin, en tout cas, moi, je suis incapable de vérifier, oui. Quoi, que je suis à 12,60 mètres, et voilà. Et à Penly, c'est pas le cas. Et à Penly, je ne sais pas, moi, je ne suis pas allée à Penly, je suis allée à Flamanville. Voilà, c'est Flamanville, l'EPR, qui est en train d'être construit à Flamanville, à côté des deux premières tranches. Le cœur en fusion, alors le cœur en fusion, c'était rigolo, parce que là, ils m'ont parlé d'une sorte de toboggan qui récupérerait le corium fondu et qui se dirigerait vers une sorte de garage. Là, tenez-vous bien, la chaleur du cœur fondu ferait péter des joints qui laisseraient envahir l'enceinte d'eau. Et donc l'eau figerait le corium. C'est ça, c'est le béton. Ah bah ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Oui. C'est le mais ça, c'est dans Libération demain. Hein. Je vous livre un scoop, là, mes amis. Je vous évite d'acheter Libé, rendez-vous compte. L'hydrogène, l'explosion d'hydrogène. Alors, quand nous avons notre combustible à découvert, la réaction chimique avec zirconium, c'est ça? Zirconium. Voilà, donc production d'hydrogène. Ils m'ont expliqué que là, ils avaient mis en place des systèmes passifs qui n'ont besoin d'aucune intervention humaine, ni électrique, ni rien du tout. C'est une réaction chimique qui fera que si l'hydrogène est là, eh bien, il y aura des catalyseurs qui, par réaction chimique, vont recombiner l'hydrogène en H2O en eau. Donc, ok, c'est cool. Et pour finir, les systèmes de refroidissement, donc ils ont prévu de doubler les systèmes de refroidissement, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2 salles, d'en avoir 4. Et bon, les Japonais en avaient 3, il me semble, les salles de système de refroidissement. Ben, voilà. Et donc, en gros, on serait à 4 salles de système de refroidissement. Voilà, donc circuler, il n'y a rien à craindre hein, sur le PR. Bon, ben ça c'était intéressant, je trouve. Je trouve que c'était intéressant. Bon, moi en tant que journaliste, j'ai pas à Libération précisément travaillé sur ça. C'est Sylvestre Huet qui est un très très bon journaliste scientifique qui a couvert l'intégralité du truc. Donc il y a quand même quelques journalistes qui connaissent leur dossier. Non, alors moi je suis allée interroger Madame la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet sur la question d'est-ce qu'on aurait droit à ce débat que certains réclament, un débat national. Je n'ai pas prononcé le mot de moratoire, de référendum. Si, j'ai prononcé le mot de moratoire parce que voilà, je lui demande est-ce qu'on aura droit à ce débat. Écoutez, je vous le fais en direct parce que je l'ai monté hier pour Arte, elle passe demain, donc je l'ai vraiment là quoi. Alors écoutez, non, je crois que l'urgence c'est de répondre à l'angoisse des gens actuels. L'angoisse des gens c'est de savoir si leur centrale à côté de chez eux est bien dimensionnée. C'est la seule question. Je dis bon, alors il y a peut-être une question qui viendra après la résolution de l'angoisse qui est la question de quand est-ce qu'on sort, est-ce qu'on en sort, est-ce qu'on peut débattre, est-ce qu'en tant que citoyen on peut donner notre avis et puis participer à ces débats. Écoutez, en 2005, il y avait, juste avant la loi sur
la transparence nucléaire qui passait en 2006, un grand débat national sur le nucléaire, et il ne me semble pas, me dit-elle, et elle a parfaitement raison, que les Français aient été passionnés par ce débat. Elle a parfaitement raison, je me rappelle, je l'avais couvert, je crois qu'au total, le débat, 20 villes en France avaient accueilli un débat national sur le nucléaire, et 5000 personnes maximum y avaient assisté. Monique, vous y étiez, hein, vous vous baladiez de ville en ville, Yves aussi, non, enfin bon bref, tout le monde y était, quoi, sauf les Français, qui, eux, s'ils ont leur mot à dire, il faudrait qu'ils aillent au débat. Ça c'est mon petit côté, c'est bien la peine de dire on nous cache tout, on nous dit rien, on nous ment, etc. Mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Bon. Perso, c'est ce que je pense. Mais donc il y aura... On est deux, donc. Bon, après, donc la question suivante, c'était, non mais plus sérieusement, donc les Français ne sont pas allés en 2005, on peut espérer qu'en 2011, et puis qu'avec ce qui va se profiler en 2012, et puis ce qui vient de se produire là maintenant, il y aura peut-être plus de Français, donc un débat... Bon, le débat, pourquoi pas un débat, vous savez... On va d'abord faire ce diagnostic qu'a réclamé le Premier ministre, centrale par centrale. On va voir si elles sont bien dimensionnées, comment ont été décidés les risques, enfin les parades au risque de sûreté, de machin là. On fait déjà ce diagnostic. Et là, elle me lâche une espèce de mini-bombe pour me faire plaisir, je pense. Elle me dit, je ne suis pas hostile, voire je suis même ouverte à l'idée que cela ait des conséquences pour certaines centrales. On pourra bien en fermer peut-être une ou deux. Oui, Fessenheim. C'est Fessenheim qui est dans la ligne de mire, évidemment. Et la Castres, ça serait pas mal. L'étude ne sera pas passée avant fin 2011. Ouais. Voilà, et alors du coup... C'est loin. Oui, c'est très très loin. On est dans une urgence, et puis on est dans une préparation présidentielle, et je crois que c'est aussi le rôle ici du truc, c'est qu'est-ce que... Voilà. Bien sûr, ils gagnent du temps, mais attendez, parce que sur la question du temps à gagner, ils ont tous gagné du temps. Pourquoi j'ai mentionné la question du moratoire? Parce qu'elle me dit, mais les écolos ont été indécents. J'ai dit, non, est-ce que c'est pas vous qui êtes Est-ce que Angela Merkel est indécente? Parce qu'Angela Merkel nous pose un moratoire de 3 mois pour ne pas allonger la durée de vie des centrales. Ça n'est qu'un moratoire de 3 mois, il ne faut pas crier victoire non plus. La Suisse qui dit... Ça dépend des ça dépend des élections. La Suisse qui dit j'arrête tous mes projets, bon ils en ont pas, en même temps c'est facile quoi. Il y en avait deux, ils ont voté, ouais, mais ils suspendent les projets. Oui, ils reprennent toute la D'accord, les Suisses sont peut-être les plus performants là-dessus. Et l'Italie, quand Berlusconi dit pendant 1 an je gèle le programme de reprise, d'envisagement de mettre en place des EPR, il ne fait que geler pendant 1 an. On calme les gens. C'est-à-dire qu'il y a du temps à gagner, il va y avoir des élections, il va y avoir des choses. Enfin, je suis absolument pas. Parce que le lendemain de Tchernobyl, ça a été un moratoire direct, avec un référendum direct. Si là, ils consultent les populations, il y a peut-être plus de chances qu'il y ait un moratoire direct. Mais là, il y aura un référendum dans 1 mois en Italie. Et les écologistes que j'avais rencontrés il n'y a pas longtemps m'avaient dit on va perdre ce référendum. Parce que tout le monde dit sans nucléaire, on ne peut pas fabriquer d'électricité, enfin vous connaissez le truc. Et maintenant ils se disent, comme le référendum, vu ce qui s'est passé au Japon, va être négatif, et bien Berlusconi a dit on fait un moratoire sur la construction de 4 EPR, il devait construire 4 EPR en Italie dans les années qui viennent. Sachant que chaque EPR c'était 4 milliards d'euros. Sauf qu'ils n'ont pas le fric non plus. Hein, non, mais c'est pas 4 milliards d'euros. Pour l'instant, c'est 5. Ah, mais là, ils étaient vendus par Sarkozy, 4 milliards. En tout cas, pour terminer avec la question de... 4 d'un coup, c'est... Ah, t'as un prix dégressif. Pour en finir avec la question de la communication, alors j'ai croisé inopinément, enfin presque inopinément, Jacques-Emmanuel Saunier, donc porte-parole d'Areva, sur un plateau de télé dimanche. C'était sur France 5 avec Thomas Hugues. Et il me dit, bon, vous savez Laure, là, les semaines qui viennent, les mois qui viennent sont absolument décisifs en termes de communication. Oui, bah oui, ça va être intéressant d'ailleurs. Oui, moi je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui meut cette peur, cette trouille irrationnelle de la radioactivité. Je ne comprends pas pourquoi quand je demande à Cécile Duflot, quand il y a un crash d'avion, vous
ne demandez pas à l'aviation civile d'arrêter toutes ses activités. Et qu'elle me répond, oui, mais un avion, c'est pas radioactif. Je ne comprends pas ce qui se joue dans le radioactif. Et il y avait à côté de nous, ce qu'on débattait, non pas à 2 mais à 3. Je vous livre toutes les ficelles, hein, comme ça vous avez après les infos pour... On était avec un sociologue des peurs collectives. Sociologue des peurs collectives, donc bon, vous imaginez le niveau du débat, effectivement, sur le nucléaire, qui est de l'ordre de l'irrationnel, c'est voilà, comme personne ne comprend, en gros, eh ben, on a peur, et il expliquait, et ça je veux bien le croire, que le cerveau humain a cette capacité de multiplier par 10 le risque pressenti. C'est valable pour quand vous traversez la route, quand vous prenez un camion, quand je sais pas, j'imagine en plein de situations de la vie, quand on a un risque, il paraît que le cerveau inconsciemment décuple l'appréhension de ce risque. Et donc, Saunier, évidemment, c'était du pain béni pour le porte-parole d'Areva qui disait voyez, si on multiplie par 10, le risque pressenti, ça c'est en coulisses, vous ne pouvez pas le voir devant les caméras, évidemment. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a du boulot et que Yves, tu le diras, mais effectivement, je crois qu'on a évité encore pire que pire. Quoi. Parce que le scénario, le pire, il est encore à venir en fait. C'est pour ça que je parle du là maintenant, participe passé, et j'ai pas dit on aurait pu éviter le pire dans notre futur antérieur. Merci.